la criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Félix, c'est pas rare que dans les milieux de la justice, dans le milieu criminel, on finisse par saisir des biens, essayer de les revendre pour être capable là, de rembourser des créanciers ou des gens qui ont été fraudés. Des fois, par contre, c'est long. Très long. Là, dans le dossier qui nous intéresse, c'est une saga qui dure depuis quoi? Quasiment 20 ans? C'est la maison de Lise Thibault qui est vendue. Exact, l'ancienne gouverneure générale du Québec impliquée dans un scandale révélé à l'époque par le Journal de Montréal sur ses somptueuses dépenses. Alors, la maison de Lise Thibault et de son conjoint est finalement vendue. Cette histoire-là, écrite par Annabelle Blais aujourd'hui, vous prouvera que quand vous décidez de magouiller puis de tenter de soutirer, cacher, dissimuler de l'argent au fisc, ça vous suit toujours, toujours, toujours. Alors, d'abord, contexte, Lise Thibault, l'ex-lieutenant-gouverneur, a été reconnu coupable de fraude, il y a plusieurs années. Le fisc lui réclamait 1,5 million de dollars. Le couple, formé par Mme Thibault et son conjoint, possédait une résidence construite en 1983. Dans la municipalité de Saint-Hippolyte, dans les Laurentides. Alors, cette résidence-là a été maintenant vendue. Une maison canadienne de 18 pièces qui avait fait des manchettes ces dernières années parce qu'elle était en fait au cœur du feuilleton de la faillite de l'ex-lieutenant-gouverneur. Pourquoi? Tu te rappelles que dans l'affaire de... Je sais pas si tu t'en rappelles, en fait, mais si tu t'en rappelles pas, je vais te le rappeler parce que je réalise que tu es tout jeune. J'étais pas très vieux, mais je me souviens des articles dans le journal, mais je t'avoue, j'étais ticasse pas mal, là, Félix. Alors, elle avait réclamé, Lise Thibault, là, des frais de remboursement de 700 000 $ pour des fêtes, des repas, des frais de voyage. Donc, la Cour du Québec, ça s'était rendu en cours. La Cour l'avait condamné à rembourser 300 000 au palier de gouvernement fédéral provincial pour tenter de rembourser la dette. Elle avait vendu la maison à son conjoint. Et elle avait déclaré faillite ensuite. Puis là, la Cour supérieure s'en était mêlée parce qu'elle a dit, ben là, le conjoint a bénéficié d'un prix moins élevé de celui qui avait été déclaré. Donc là, on avait condamné à payer au syndic là, la différence entre le prix déclaré et le prix payé réellement. En tout cas, tout ça pour dire que là, maintenant, avec la vente qui est survenue, c'est réglé. Quand je te dis que ça nous suit longtemps, ces affaires-là, c'est que les créanciers et le gouvernement puis les banques, ce sont toujours les premiers créanciers, n'est-ce pas? Quand on est en défaut de paiement, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des hypothèques légales. C'est peut-être arrivé à certains d'entre vous, là, d'ailleurs, que pour se protéger, là, les gens prennent des fois des hypothèques légales sur un bien qui vous appartient. C'est une manière assez commune de faire, notamment même, je dirais même dans le milieu de la construction. On prend ce qu'on appelle des hypothèques légales de construction pour être sûr d'être payé quand c'est des gros montants, en disant, il y a une hypothèque sur un bien qui appartient au constructeur, je prends ça, ou au client. Fait que bref, donc c'est réglé cette affaire-là. Puis ça fait longtemps que ça dure. Madame Thibault a maintenant 86 ans, sa santé est précaire. Semble-t-il que son conjoint là, va consacrer son temps à prendre soin d'elle. Et puis Raymond Chabot a confirmé que la dette de Monsieur Cloutier, parce que lui aussi en avait une, son conjoint, est maintenant effacée. Bon, une bonne chose de faite, comme on dit, un bon livre de fermé. Et on a eu aussi une sentence qui a été prononcée dans l'affaire des rois de la coke, un très beau surnom. Oui, ben moi je les appelle, les rois de la coke, ça, ces jeunes qui ont fait l'objet là, de l'enquête baptisée OXO du SPVM, AUXO. Il y avait plusieurs suspects, il y a eu plusieurs coupables dans ça d'ailleurs. Et là, on parle de Kepler Philogène. C'est un ex-joueur de football du Rouge et Or de l'Université de Laval. On avait diffusé des photos d'ailleurs de Philogène là, en train de faire des transactions, charger le coffre arrière d'un véhicule de plusieurs sacs remplis d'argent qui provenaient de la vente de drogue. C'était sur la rue Potier à Montréal en novembre 2021. Les policiers l'avaient en filature. Il était en train de se faire filmer quand il faisait ça. Alors cet athlète déchu a été condamné à 6 ans de détention. C'était pas le maillon le plus important de cette chaîne d'approvisionnement en drogue. Parce que quand je te dis les rois de la coke, là, c'est un peu ça parce que
D'abord, ce sont des jeunes qui se sont improvisés trafiquants à grande échelle et qui ont réussi à le faire. C'est un réseau là qui, en tout cas de ce que la police a trouvé, là, ils ont trafiqué 1 tonne de cocaïne en 1 an. Quand même, hein? Ça, c'est ce que la police a trouvé. Alors, dis-toi que il y en a qui n'ont pas trouvé, right? Alors, c'est un peu la capacité de ce réseau-là. Puis, ce sont des gens qui passaient par le corridor Toronto-Montréal. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'on se fait toujours l'idée des cargaisons de cocaïne qui entrent directement à Montréal, au port ou par transport routier, qui passent notre frontière, etc. Mais il y a manifestement, depuis des années, ce qu'on appelle une grosse porte à Montréal, à l'aéroport Pearson, entre autres, qui permet au réseau et aux cartels sud-américains ou mexicains d'importer des drogues ici. Et dans le projet Oxo, où tout le monde est à peu près filmé à son insu, écoute, Alexandre, il y avait des caméras dans les appartements qui servaient à compter l'argent. Tu voyais les machines, là, compter. C'est une source de revenus inépuisable. Et puis voilà, donc ce joueur de football, lui, en faisait partie, puis il a été reconnu coupable. Puis là, maintenant, là, il est en prison, puis il est déjà en prison depuis novembre 2022, donc il lui reste 2 ans à purger. Ça a l'air que dans ça, tu as des gens qui... de bonnes sources me disent que tu as des gens là-dedans qui n'étaient pas, tu sais, très près du crime avant de se faire, tu sais, suggérer « Hey, peux-tu compter de l'argent pour moi dans l'appartement? Ça serait ça ta job. » Juste compter, rien d'autre. C'est ça. Alors, tu sais, tous les criminels ne sont pas égaux dans un réseau. Manifestement, dans ça, il y avait des gens qui étaient comme qui se sont fait attirer par l'appât du gain. Tu vas me dire, ils ont commis un acte criminel. La réponse, c'est oui. Le juge l'a même décidé ainsi. Mais le chef de ce réseau-là, je pense, c'est Emmanuel Poutira-Roy, lui, il est toujours en cavale. Jeune homme qui est soupçonné d'être en cavale au Mexique présentement. D'ailleurs, il fait partie des criminels les plus recherchés au Québec. Ouais, puis on va continuer de suivre cette chasse à l'homme, puis l'éventuel jour où on va réussir à le pincer. Tu seras là pour nous en jaser, Félix. Un gros merci. C'est sûr. OK, bye.